ancien chercheur à l'université de Djamena, ancien ministre de l'enseignement supérieur et le seul critique littéraire qu'a le Tchad pour l'instant. Lui, c'est le docteur Ahmed Daboui. Il nous accueille aujourd'hui chez lui car il a envie de s'adresser à l'intelligentsia tchadienne. Allons à sa rencontre. Docteur, d'où vous sort cette envie de vous adresser à l'intelligentsia tchadienne? Bien, nous sommes à un moment très important de la vie de notre pays et tous les Tchadiens sont concernés par ce qui va se passer, par le dialogue, par la discussion. Il y a un grand besoin d'apaisement de cœur, un grand besoin de recherche de la paix, il y a un très grand besoin de dialogue, de pardon, etc. Mais la finalité dans tout cela, c'est un Tchad nouveau, un Tchad qui prendrait en compte en réalité tout l'amour et toute la conscience apaisée des Tchadiens. Un Tchad nouveau que nous attendons. Et donc, comme tous les citoyens, c'est un point de vue que j'avais, comme je n'ai pas d'autre tribune non plus pour m'adresser à la communauté de mes compatriotes, et bien donc j'ai décidé de m'adresser à l'intelligentsia tchadienne d'abord. J'estime qu'elle est à même et la mieux préparée pour essayer d'analyser, de poser un problème et de proposer des solutions pérennes et justes et équitables. Et j'avais constaté qu'en grande partie, l'intelligentsia ne s'est pas exprimée. Et moins encore, elle n'a été représentée. Il y en a qui sont dans le rouage des décisions et ça, ils font leur travail. Mais beaucoup parmi nous n'ont pas été appelés, donc ils n'ont pas donné de point de vue et ils ne sont pas visibles. Or, en fait, c'est cette communauté de l'intelligentsia qui a été formée par le pays, qui est payée pour un travail et qui doit en réalité, d'après sa préparation, sa capacité d'analyse et ses capacités aussi de proposition de solutions viables, elle devrait s'exprimer, elle devrait donner uniquement un point de vue. Il n'est pas question pour nous d'être à la place d'un décideur ou de donner des leçons. Ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle, c'est de poser une situation que beaucoup de nos compatriotes comprennent chacun à sa façon. C'est de ramener cette situation au centre pour qu'elle soit vue de tout le monde, l'analyser comme si vous êtes comme je parle avec vous, et puis parler de cette situation, ça pourrait aider à la comprendre, à voir comment elle est composée, puis de risquer quelques solutions. Ceci étant dit, je répète et je dis toujours que les intellectuels que nous sommes, nous ne sommes pas des décideurs, mais nous sommes des hommes d'opinion, nous sommes des analystes, et on n'a que des points de vue, des opinions à donner. Que des propositions. Que de propositions. Parlons à présent de la jeunesse, l'État-nation et l'émergence de l'État indépendant. Bien, la genèse de l'État-nation et le terme d'État-nation est assez compliqué sociologiquement à expliquer. C'est qu'il y a dedans une question de nation et de l'État. L'État étant le cadre administratif, coercitif, pérenne et régalien qui doit, disons, prendre en compte, structurer et proposer une espèce de segmentation, de structuration pour essayer de diriger une société. Et la nation est une notion assez complexe. En fait, il s'agit d'un territoire, de populations diverses ou pas, qui auraient un même projet pour le passé à assumer, un présent à vivre et à positiver, pour un futur à assumer et à transmettre, par exemple, à des générations futures. À partir de là, l'État-nation que j'appelle, moi, au niveau de l'Afrique, elle est venue de la colonisation. Nous étions, pour ce qui est du Tchad, on a un grand territoire qui n'est pas celui de 1 284 000 km² dont on parle aujourd'hui. C'était 3 royaumes qui étaient le socle, disons, physique de notre pays. Le royaume du Wadaï à l'est, le royaume du Baguirmi au centre et au sud, disons, et puis vous avez le royaume du Kanembo. Ce sont des grands royaumes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont les seuls. Il y a aussi des communautés dirigées par des chefs. Et des chefs, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez parler de chef de Bédaya, c'est quand même, le banc de Bédaya, c'est quand même un grand chef. Et tout ça existe. Vous avez aussi le Derdey là-bas vers Bardaï, etc. Tout ceci constitue le territoire physique. Mais le jour où les
les colons sont arrivés et ils sont arrivés ici au niveau de Kousséri sur la rive gauche du Chari et du Logone. Et il y a eu une bataille avec le conquérant qui est Rabat, qui voulait faire du Tchad un empire en mettant ensemble toutes ces dispositions administrativo-politiques. C'était le 22 avril 1900. Je ne vais pas, dans un discours comme ça, essayer de rester assez long. Alors, ce jour-là, il y a eu une bataille qui a donné la mort à Rabat et au commandant Lamy, qui est le chef de l'expédition française. C'est de l'autre côté du Chari, du côté gauche, donc aujourd'hui Kousséri, ville camerounaise. Et la mort de Rabat et de Lamy, le 22 avril 1900, c'est une date, ligne tout simplement sur l'histoire, marque le départ de l'État-nation. Parce que c'est à partir de ce jour-là que sur la tombe de Fort Lamy, on a fait un fort. Le fort, c'est un camp militaire et on a donné à cette partie du Tchad qui est composée de 5-6 villages. Vous avez Djambangato, Djambalbar, Bololo, Mariandafak, Balablin, qui ont fait l'ossature, en fait, le départ de la capitale, qui était Fort Lamy, du nom du commandant Lamy. Et c'était le 22 avril 1900. Ça, c'est le début de l'État-nation. Pourquoi État-nation? Parce que les colons, quand ils sont venus attaquer Rabat, ils pensaient aussi à tout l'empire qu'ils voulaient prendre. Pour eux, donc, c'est un espace à administrer et à prendre en charge. Et ils ont voulu que cet espace qu'ils prennent devienne une nation. Et c'est ainsi que plus tard, le nom Tchad est venu. En fait, c'est un État coercitif, administratif, économique, etc. et politique, et sur lequel on a voulu créer une nation, mettre tout le monde ensemble. Ça, c'est la genèse de l'État-nation. Cet État-nation a vécu 62 ans. En fait, de 1900 à 1962, on n'était pas indépendant. C'est l'État encore colonial, dirigé par les Blancs et avec leurs auxiliaires. En 1960, l'État-nation a accouché d'un État indépendant. Donc le Tchad est devenu indépendant en 1960. Cela fait que de la genèse de l'État-nation à la genèse de l'État indépendant, aujourd'hui, en 2022, ça fait 122 ans. Voici la vie de l'État Tchad. Maintenant, c'est à l'intérieur de cet État Tchad qu'il y a énormément de choses à faire pour apporter l'apaisement. Alors, depuis 1960, il y a des régimes qui sont succédés au Tchad. Quelles sont les responsabilités de ces différents régimes? Bien, on va essayer de dire les choses de la façon la plus juste parce qu'on ne peut pas s'autoriser de parler au nom de tout le monde, de tous les citoyens, et puis taire certaines vérités sans aller dans l'incisive et l'exclusive. En fait, le Tchad a accouché après son indépendance de 1960. Il y a eu un gouvernement dirigé par un premier ministre qui est devenu président, à la personne du premier président du Tchad, qui est M. François Tombalba. Alors, M. François Tombalba était un instituteur parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'instruits, il n'y avait pas d'universitaires. L'administration coloniale formait des auxiliaires de l'administration pour la seconder et pour l'aider à taper sur la machine, à faire les choses. C'était un instituteur, mais il a eu le plus grand mérite. Cet instituteur-là a réussi à fonder l'État. Vous voyez bien sûr avec l'aide de colons. Mais il a quand même mis les bases de l'État qu'on appelle aujourd'hui l'État Tchad et qui nous engage tous. Maintenant, si on peut aller vers ce qu'on peut appeler responsabilité, alors Tombalba est un homme brave, un homme cultivé dans sa petite éducation scolaire, mais le problème qu'on pouvait lui reprocher et qui aujourd'hui est à l'origine de tout ce qui nous est arrivé, c'est sa gestion politique du Tchad. Le premier problème que nous avions eu, en 1963 exactement en septembre, il y a eu des manifestations en N'Djamena. Ces manifestations-là, les opposants qui manifestaient contre le premier ministre qui était Tombalba et qui est devenu président, voulaient le multipartisme. Et le président Tombalba, en ce moment-là, a demandé à l'armée de tirer sur les manifestants. Et à partir de ce moment, il n'y a pas eu de multipartisme. Lui, il a imposé d'autorité son parti unique qui est le PPT-RDA. Et qui est resté jusqu'à sa mort, etc. Et après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, s'il n'y avait pas eu cette attaque de 1963, peut-être qu'on n'aurait même pas eu besoin de créer le Frolina. Parce qu'en fait, cette frustration et cette disparité, la violence a engendré la violence et beaucoup de gens sont partis ailleurs et ils se sont dit, puisqu'on ne veut pas de nous,
puisque c'est une chose qui nous est commune, et puisqu'elle est gérée d'autorité et elle nous exclut, alors nous aussi, on va rester dans la revendication. Et à partir de là, le cycle de violence a commencé. Vous avez 1963, le Frolina a été créé à la suite de ceci, puis il y a eu beaucoup de gens qui ont pris goût à la révolte, il y a eu beaucoup de violence, et la gestion politique du premier président du Tchad a poussé les choses en ajoutant l'impôt, les provocations, à un point tel que, peut-être toi tu es jeune petit frère, mais les gens qui ont vécu la situation savent qu'en 1967, la révolte des paysans, sur qui encore on a tiré et on a tué des dizaines et des dizaines, a exacerbé encore la rébellion et a donné des raisons aux gens maintenant d'aller ailleurs. Et ben, il y a eu des gens qui ont donné des armes, tous les pays limitrophes qui ont des visées sur le pays, je pense à la Libye, un peu au Soudan, et on n'a jamais réussi à régler ce problème. Puis après, plus tard, les militaires ont fait un coup d'État contre le premier président en 1975, et quand ils sont venus, comme c'est des militaires, c'est des hommes d'armes, ils n'ont pas réussi, à mon sens, hein, dans ma compréhension, ils n'ont pas réussi à calmer les choses et à amener les rebelles. Mais je me rappelle d'une phrase du président Maloum à son temps, il disait, en fait, les rebelles n'ont qu'à regagner les bercailles. Et il y avait le colonel Kamougué, il n'était pas encore général, Dieu est son âme, c'est un homme déjà décédé. Lui non plus n'a pas facilité les choses, il a été un peu violent. Puis en face de lui, il y avait aussi la rébellion dont le président Hissène Habré. Donc vous avez des personnalités fortes, des personnalités qui croient chacune à son intérêt et à sa façon de vouloir gouverner le pays. Ils sont devenus exclusifs et pourtant ils s'est tiraillés pour la même nation, voyez-vous. Et je mettrai le nom du président français Valéry Giscard d'Estaing, qui n'a pas facilité les choses. Lui, quand il y a eu la bataille ici au nord, et il a pris les victimes des soldats qui ont été tués, il les a amenés chaudement, après la mort de leurs enfants ou de leurs parents, il les a amenés au sud et il a créé ainsi la zizanie et il a poussé les uns et les autres à faire la guerre civile de 79. Et cette guerre civile de 79, eh bien, elle nous a amenés jusqu'au pouvoir dirigé par le président Habré. Donc le président Habré, quoi qu'on dise, sa responsabilité a été peut-être la force de sa personnalité et son excès dans le patriotisme. Ceci a dû créer ce qu'on appelle des ressentiments, des frustrations qui ont poussé à ce que des gens se soulèvent aussi bien de l'intérieur que de le combattre de l'extérieur. Sinon, je pense qu'il a été parmi les présidents qui ont quand même remis l'administration après la débâcle qu'il y a eu par les rébellions, les 12 tendances. Et il a apporté aussi la sécurité et le Tchad avait aussi un petit quota en ce moment-là. Malgré tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on peut en dire, et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Maintenant, après cela, il y a eu aussi cette guerre de Soudan, l'arrivée du maréchal Idriss Déby, qui lui c'est un militaire, et donc il a quand même réussi à gouverner ce pays 32 ans. Lui aussi, que Dieu ait son âme et lui donne le paradis. C'était un homme, donc c'est un stratège, et c'est un militaire fini qui a su gérer les communautés, parce que moi j'ai l'habitude de dire dans mon pays, ce pays-là, toutes les communautés tchadiennes, c'est comme des princes, personne ne va pousser les armes en fait. Alors, en arabe, ça se dit plus simplement, c'est un peu comme ça qu'on le dit. Alors, quand tu as affaire à des communautés comme ça, il faut être fort et compétent et patient et stratège pour arriver à gouverner aussi longtemps. C'est ce que je dis par rapport au passage du président Déby, qui est même ressenti en dehors de l'Afrique. Toute l'Afrique, il a réussi quand même à arrêter la débâcle des djihadistes. Et ça, on ne peut que lui reconnaître. Mais voilà alors les responsabilités telles que je les sens. Maintenant, comme un malheur ne vient jamais seul, et un bon matin, la guerre ici au Canem, et le président Déby disparaît de façon brusque et rapide, mettant tous les citoyens tchadiens dans l'inquiétude. En fait, on était au lendemain d'un tsunami, d'un tremblement de terre, d'une débâcle, d'un désordre peut-être dont on ne reviendra jamais. Et là, on arrive à la transition. Exactement, après le marshal. Oui, parlons à présent de la transition. Bien, alors, la transition, vous savez, à la veille de la mort du général, très franchement, tout le monde est inquiet.
Tout le monde est inquiet, on ne pensait qu'au désordre et à la violence. Mais il y a quelque chose de rassurant que l'on peut dire à ce niveau-là. Pour moi, en tout cas, j'ai senti que notre armée ne savait pas seulement tirer sur des cibles militaires. Ils ont réussi aussi à préserver l'État, à pérenniser l'administration, à apporter la sécurité du bien du citoyen et du citoyen lui-même. En fait, la transition a réussi à nous apporter l'apaisement. Et surtout, en ce moment, c'est là quand même la transition qui est en train de préparer un dialogue. Aujourd'hui, je vous avoue que beaucoup de gens, des mauvaises langues comme les bonnes, y compris nous, vous et moi, on ne s'attendait pas à ce que jusqu'aujourd'hui on soit là et qu'il y ait eu quelques rencontres, même si pour l'instant on n'est pas encore arrivé à la finalité. Alors, le Conseil militaire de transition a réussi à nous préserver de la vacance de l'État et de la vacance même, disons, du pouvoir, de la vacance même de l'institution et des lois. Et on ne peut que saluer ça et puis leur dire bravo en tout cas. Selon vous, quels sont les défis immédiats auxquels fait face le CMT, ou bien doit faire face le CMT? Bien, le défi, on est déjà à quelques mois de la transition, beaucoup de choses ont été faites. Je vais revenir sur ma façon à moi d'avoir senti les défis avant qu'on ne commence réellement à avoir un mois de la transition. Pour ma part à moi, j'avais pensé qu'au début, ce qu'on devait faire, c'est que se poser d'abord la question sur quelle est la thématique réelle pour arriver à résoudre ce problème et aider la transition à aller plus loin. Moi, pour ma part, j'avais pensé que la question était politique. Et puis, il y a aussi une question de méthode. Parce que quand on regarde tout le monde, y compris les politico-militaires, les partis politiques, les opposants politiques et même le citoyen lambda, on a tous besoin de participer, de donner un point de vue, d'apporter la paix, de nous réconcilier, de nous reconnaître et de vivre ensemble. Alors, à partir de ce moment, moi j'avais pensé dans mon fort intérieur qu'on aurait dû, comme la transition fait 18 mois, partager la période 18 mois en 3 étapes. Les premiers 6 mois devraient servir à organiser un gouvernement provisoire et non pas transitoire, qui devait être formé à partir de la CNDP qui est défunte. Elle n'existe plus. Je suis en train de parler d'abord de mon point de vue pour apporter un point de vue. Ce qui est fait, on ne revient pas dessus et ça se passe bien pour le moment, on ne peut que le saluer. Alors, le gouvernement provisoire devrait être fait des membres du CNDP. Ma raison était simple. C'était le cadre national de dialogue politique. Tous les partis politiques sont dedans. Il n'y a pas mieux indiqué que ça pour faire de la politique, pour régler le problème politique qu'a connu le Tchad après la disparition du maréchal. On devrait utiliser, le Premier ministre aussi doit être désigné parmi le CNDP. En tout cas, la majorité MPS, avec, pour moi qui suis MPS, 13 partis politiques alliés, existe dans le CNDP. Pour moi, donc, c'est tout indiqué que les hommes politiques qui sont dans le CNDP, tous les partis politiques participent à un gouvernement. Pendant les 6 mois, ce gouvernement doit préparer les 6 mois d'après pour préparer le dialogue. Et le 3e 6 mois, j'y viendrai. Alors, ce gouvernement qui sera fait uniquement des membres des partis politiques ne doit pas accepter à ce que leur chef, qui lui prétend aller se présenter aux élections finales, fasse partie. Ils ne doivent pas accepter que leur chef reste dans ce gouvernement. C'est un gouvernement de toute façon provisoire. Alors, l'objectif, c'était que ces gens qui sont issus de sensibilités différentes, de visions politiques différentes, de communautés même, je dirais, différentes, puissent s'entendre, se rapprocher et regarder idéologiquement comment ils sont proches et quel est leur point de vue, parce qu'on ne peut pas donner à 200 partis politiques de venir gouverner ou faire un gouvernement à partir de 200 partis politiques. Alors, à partir de là, eux, ils vont préparer tout ce qui est dialogue, tout ce qui est thématique, et puis se rapprocher. Le deuxième tiers, qui est de 6 mois, alors ce gouvernement va s'atteler à préparer un programme de transition cette fois-ci. Toujours le même gouvernement est là pour diriger cette période de préparation du dialogue. Alors le dialogue ne se fait pas, excusez-moi, pas seulement
avec ceux qui sont dedans. Il se fait comme cela se fait aujourd'hui avec le politico-militaire qui se sont trouvés à Doha. Il se fait aussi avec tous les Tchadiens de chaque sensibilité, la société civile. Et puis, tout Tchadien qui a quelque chose à apporter en termes de personnes, ressources et tout ça, venir, faire une feuille de route, faire aussi un canevas politique, préparation d'une nouvelle constitution et désigner leur prochain candidat aux élections définitives présidentielles. Le troisième tiers, qui est le 6 mois, on fait un gouvernement de transition. Pardon. Pourquoi un gouvernement de transition? Parce que là, on passe du provisoire, de la préparation de tout ceci dans une méthode, et même rythmé dans le temps, à un gouvernement de transition qui préparera les élections. Et on garde toujours que ce soit tous les concernés politiques qui soient toujours dans ce gouvernement pour ne pas avoir de problème. Il faudra qu'eux-mêmes règlent le problème entre eux. À partir de là, on aura l'apaisement par rapport à eux. Ils ne vont pas créer des marches ou des histoires ou des invectives entre eux, puisque l'affaire leur est confiée. Et le CMT, il est là pour diriger, pour couper le trop qui dépasse, et pour dire non, c'est pas ça la feuille de route, etc., etc. Et le dernier tiers, c'est celui-là qui fera maintenant un gouvernement de transition avec la préparation des élections présidentielles pérennes, légalistes et égalistes aussi. La question de la légalité, elle est simple, c'est-à-dire si on est dans la démocratie, ce qui fait que toi et moi, on est citoyens, c'est la Constitution. C'est la loi devant laquelle on est égaux. C'est celle-là qui fait que toi et moi, on peut aller aux élections. Et si je te bats, tu dois accepter. Tu dois rester légaliste. Alors celle-là, elle doit être préparée pendant ces 3 étapes-là. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose d'extraordinaire, mais pour l'instant, on n'est pas sur ça. Les choses se sont passées en dehors. Oui, j'oubliais aussi. Moi, j'aurais souhaité que l'ancienne Assemblée nationale soit transformée en assemblée transitoire. Pour la simple et bonne raison que les députés de l'Assemblée nationale, eux, ils sont élus. Et fort de leur quota électif et leur expérience, ils seraient à même de servir de courroie législative, étant donné qu'il y a 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, ça aussi, c'est une chose qu'on devait régler et que ça nous évitera aussi de ne pas gaspiller de l'argent que nous n'avons pas, et etc., etc. C'était mon point de vue, mais tout ce qui est arrivé aujourd'hui, évidemment, il n'est pas question de revenir dessus, mais c'est comme ça que je ressens, moi, la chose. Abordons cette fois-ci les thématiques qui seront discutées lors du dialogue inclusif. Bien, moi, comme tous les citoyens, j'ai vu une liste proposée dans laquelle il y a beaucoup de thématiques. J'avoue que pour moi, cette thématique, elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre aux vraies questions qui doivent régler notre problème. Elle ne peut pas. La raison, c'était que la vraie question, c'est que tout le monde se posait la question, y compris les gens de la rue. Il y en a qui disent la question du Tchad, c'est une question de régionalisme. D'autres qui disent c'est une question de religion. D'autres qui te disent non, c'est la forme de l'État. D'autres qui te disent non, il fallait peut-être comprendre qu'il faut la mixité, le métissage, etc., même si les termes ne sont pas à leur place. Beaucoup parlent de la jeunesse, etc. Tout ça, il y a du vrai dedans. Simplement, la thématique et les listings que j'ai vus, qui ont été proposés, ne sont pas des choses qu'on peut proposer à une assemblée de politiciens qui sont venus régler un problème politique. Par exemple, demander le droit de la femme, ça fait partie d'une grande thématique qu'il faut retrouver dans une institution de l'État. Je ne sais pas, la justice, c'est très costaud. La justice, ça fait le 3e pied du pouvoir. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2-3 choses. Je ne sais pas, le droit au travail, ça va au travail, etc., etc. J'aurais aimé que les choses soient un peu mieux prises que ça. Et on devait aussi regarder que le problème du Tchad, ce n'est pas parce que moi je suis du Sud ou toi tu es du Nord. Ce n'est pas, dès que je vois que tu n'es pas de ma communauté, moi je trouve que c'est toi qui es la raison de mes problèmes. En fait, non. Ce n'est ni toi ni moi, mais c'est nous tous. En fait, on a un problème de complexe au Tchad. Selon que tu sois du Nord ou du Sud, on méprise l'autre et l'autre méprise l'autre et je me sens méprisé, je me sens frustré. Moi, je préconise à ce que les gens comprennent qu'aucun être humain n'a choisi de naître là où il est né. Ni dans un pays, ni dans un continent, ni même dans sa famille.
Il y a des choses à comprendre. Est-ce que même notre père et notre mère ont été consultés lorsqu'on nous crée, pendant notre création? Absolument pas. Et à partir de ce moment-là, il est où le problème? En fait, Dieu a voulu et Dieu a disposé, et on se trouve dans une situation en fait à gérer. Ce n'est pas parce que il y en a même qui disent il fallait que les gens arrivent à se marier à gauche, à droite, au sud, au nord. Même si on prenait les Tchadiens un à un dans chaque communauté, on le croisait avec une Tchadienne, on n'aurait pas réglé le problème. Le problème ici est une question de frustration simple et on veut le gérer dans la frustration. Ce n'est pas possible. Tu épouses quelqu'un comme ça, si tu n'es pas développé, tu n'as pas l'esprit et la mentalité, tu risques de l'obliger à suivre ta culture et vous perdez du temps. Et vous vous mettez à vous taper dessus plutôt que de régler le problème. Non, le problème de ça, le problème du communautarisme, le problème de la religiosité, le problème de la région, tout ça, ce sont des processus d'intégration. Ils sont lents, ils prendront du temps, mais ils sont absolument irréversibles. On va y arriver un jour ou comme l'autre. Donc, changeons nos mentalités et ça va aller plus vite que d'habitude, c'est tout. Mais en réalité, c'est quoi? Même si on prend la religion, nous sommes tous issus des religions d'Abraham. En tout cas, je parle pour les religions révélées. Nous sommes tous musulmans, chrétiens ou juifs. On est issus des religions révélées. Alors, on adore un seul Dieu. La différence, elle réside uniquement dans le fait que moi, je vais à la mosquée, toi, tu vas à l'église. Et plus que ça, il n'y a pas autre chose. C'est juste le culte. C'est l'exercice de la religion qui fait notre différence. Alors, même dans le Coran, on dit, tu as ta religion, j'ai la mienne. Et on dit, il n'y a pas ikrah fi din, c'est-à-dire il n'y a pas de refus de l'autre religion. Il a sa religion, tu as la tienne. À mon avis, si on prenait la grandeur dans notre pays, de comprendre que le problème n'est pas à ce niveau, ça c'est trop petit. Et c'est trop commun. Ce n'est pas spécifique au Tchad. Allez-y au Cameroun, au Soudan, n'importe où. Il y a les mêmes communautés, il y a les mêmes religions, il y a les mêmes hommes et il y a le même Dieu. Le problème n'est pas à ce niveau. Pour moi, le problème se situe au niveau de la pauvreté endémique et de l'instabilité endémique de notre pays. On est parti à nous taper dessus. On est parti en disant « je jugule l'autre avant d'exister ». Ça ne peut pas se faire. Il faudra se mettre dans la tête qu'il y a des choses à regarder de près. Pourquoi je parle de pauvreté? La pauvreté, c'est que nous sommes tous issus d'un seul pays. Et ce pays-là, c'est le Tchad. Et le Tchad, c'est l'État Tchad. L'État Tchad, c'est le trésor public. Suivez bien mon regard. Et il n'y a que le fonctionnaire et la fonction publique qui sont des entreprises viables. Ce sont ces gens-là qui permettent de chauffer nos marmites et de nourrir nos enfants. À partir de là, le Tchad, c'est tout simplement le travail, à mon avis. S'il n'y a pas de travail, il n'y a que la fonction publique. Ça fait combien? 62 ans ou plus que nous sommes à la fonction publique. La fonction publique est morte. Aujourd'hui, on ne peut pas plus de 20 000 par année à embaucher. Or, rien qu'au bac, on fait combien de dizaines de milliers de bacheliers par année? Et ils sont là en pied de grue, ils ne travaillent pas, ils ont un diplôme ou pas, ils ne sont pas employés. Ça crée un problème social. Pour régler notre problème, c'est ça qui fait que moi, je te regarde et je te déteste et tu me détestes parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On est là seulement dans la divagation et chacun pense que c'est l'autre qui est mon malheur. Non, ça n'a rien à voir. Il suffisait que l'on commence à faire deux choses. La première des choses, libérer le secteur privé. Il n'y a pas de secteur privé au Tchad. Les opérateurs économiques n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de capital propre financier. Ils émargent tous dans le bon administratif, les BCA, et qui sont payés par le trésor public. Si le trésor public s'est arrêté comme il y a 2 ans, mais tout le monde s'est arrêté. Il n'y a plus de respiration, on ne mange plus, on ne boit plus. Est-ce que c'est la faute du sudiste ou du nordiste ou du musulman ou du chrétien? Non, ça n'a rien à voir. Le vrai problème du Tchad, c'est un problème de revenus. Et le revenu, on le crée. En faisant de l'État ce qu'il est, mais l'État n'a pas de recettes en dehors des régies financières. Et ces régies financières, c'est ça ce qu'on appelle l'impôt. Et alors, quand vous allez ouvrir une cabine téléphonique, c'est là-bas que l'État va aller prendre 2 francs et dans la boutique de quelqu'un, et c'est comme ça qu'on renfloue le trésor. Et ce trésor-là, c'est le seul. Alors, à partir de là, je voudrais que l'État, je souhaite que l'État défiscalise un peu. Parce que l'impôt au Tchad, me semble-t-il, est un peu élevé. Et cela tue aussi le secteur privé
Et même les partenaires qui viennent pour faire un travail avec un secteur privé ici chez nous, ils ont peur de la fiscalité. Et ça, je pense que c'est un des moyens que l'État doit faire. Non seulement ça, l'État devrait pouvoir aussi subventionner les produits de première nécessité pour le panier de la ménagère. Et le plus gros, c'est par l'éducation que se parfait la nationalité, l'identité nationale, mais aussi c'est par l'éducation qu'on fabrique le citoyen. Il faudra maintenant dépasser le niveau de l'enseignement initial et faire un enseignement technique, professionnel, commercial, d'élevage, d'agronomie, etc. Et même la recherche au niveau de l'enseignement supérieur devrait être focalisée sur le pôle de production des régions pour que la recherche se fasse dans ces régions-là et que le produit puisse être mieux produit, mieux vendu et apporter à quelque chose, et surtout que la jeunesse puisse avoir du travail. Alors, je comprends parfaitement quand je dis il aurait fallu faire l'enseignement technique professionnel. L'enseignement technique professionnel, etc., est cher. C'est très cher. Parce que d'abord, il faut des ressources humaines. Il ne s'agit pas de construire des maisons et de mettre des tables bancs. Il faut que les hommes qui enseignent à faire des menuisiers, à faire de chaudronniers, à faire de plombiers, à faire, je ne sais pas, des peintres, etc., soient formés pour qu'ils enseignent leurs sciences pratiques pour que l'enfant ait un diplôme professionnel. Et de ce point de vue, l'enfant, quand il aura un diplôme professionnel, il est tout de suite opérationnel et il a un salaire. Et la jeunesse est la plus nombreuse. Les bras des jeunes sont le plus forts. Ils abattent la plus grande masse de travail et ils apportent pour l'économie qui tourne. Il n'y aura pas seulement le salaire du fonctionnaire. Le jour où il a gagné, tu achètes ton petit poulet, tu achètes aussi ton petit séco. Non, il y aura aussi cette dynamique qu'apporte le secteur privé et qu'apportent aussi les partenaires par ailleurs. Donc, en faisant cela, il va falloir aussi amener des laboratoires et des ateliers. Tu ne peux pas enseigner à des élèves qui font de la mécanique dans un lycée de mécanique s'il n'y a pas d'atelier de mécanique. S'ils ne connaissent pas comment on agence un moteur, comment on attache ça sur un châssis, comment on paie les pneus, comment on met le reste. Alors, tout cela est utile. Moi, à mon avis, le problème du Tchad, c'est d'abord, il faudra recréer un secteur privé, défiscaliser et au besoin subventionner. À partir de là, ça coûte cher et c'est très difficile. Mais je pense que si nous voulons que notre pays devienne un pays développé, que notre jeunesse espère qu'il y ait la paix sociale, ça vaut la peine d'investir dans cela. Je sais qu'au moment du pétrole, ça aurait été plus simple, mais aujourd'hui c'est compliqué. Mais moi, je n'ai pas envie de donner le visage de quelqu'un qui regarde jouer un match de football et qui voit les fautes. Je ne suis pas en situation. Simplement, mon point de vue, à ma place, il faut le donner. À mon avis, c'est cela. Alors, docteur, moi j'ai envie de savoir, selon vous, quelles sont les solutions pour un Tchad pérenne? Bien, pour un Tchad pérenne, à partir du moment où on aura maîtrisé la productivité et formé les travailleurs qui vont avoir un emploi et dynamiser l'économie, maintenant, le Tchad pérenne, ça commence déjà par ça. Parce que toute personne qui se lève le matin, qui a un travail, qui sait qu'en revenant à midi, ses enfants ont leur repas et le soir, il est parti travailler pour apporter, celui-là, il ne va pas passer son temps à divaguer, à créer des problèmes, ou à pousser à la grève, ou à aller en rébellion, ou à quoi que ce soit. Tout le monde va travailler. Et ça aidera à la proximité. Puis, il faudra comprendre que nous sommes un pays qui est fait dans un immense territoire, 1 284 000 km². Nous sommes des peuplades seulement, parce que les communautés sont des petits nombres. Et nous sommes éloignés par l'espace et par les traditions. Alors, à partir de là, il va falloir mettre des routes. Il va falloir pérenniser les régions, rendre les régions productives. Il faudra décentraliser les institutions, c'est-à-dire amener l'université dans toutes les régions, du moins dans les chefs de région, amener les écoles techniques dans tous les chefs-lieux de région et dans les grandes villes, dans les agglomérations. Regardez clairement par où passe la route pour qu'elle puisse apporter et pour qu'elle puisse ramener aussi. Et quand on aura fait tout ça, je t'assure qu'on oubliera tout. Et les peuples, quand ils s'approchent, personne ne se verra blanc fluorescent ou bien grillé charbon. Tout le monde se verra comme l'autre et on comprendra que notre différence, en fait, réside dans nos habitudes et dans notre savoir-faire, dans notre manière différente. Aucune communauté, au Tchad ou ailleurs, ne mange ses morts. On enterre tous, mais seulement
En enterrant, on a d'autres différences, c'est tout. Mais ces différences sont compréhensibles. Celles-là ne doivent pas constituer le problème. Voyez-vous, il faut recréer le travail. Il faut défiscaliser et pousser surtout le secteur privé. Parce que la fonction publique, elle s'est arrêtée. On ne va pas attendre qu'un autre nouveau État-nation revienne et un État indépendant suive et on arrive au même problème. Il faut arriver à régler ce problème-là, à donner du travail à tout le monde, à surtout, maintenant quand vous regardez, par exemple, j'ai parlé politique, j'ai parlé que c'est les politiques, mais en fait, venons-en. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les Européens ont découvert la débâcle chez eux parce que l'Europe de l'Est, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est plus que l'Afrique. Et ils se sont dit, bon, écoutez, nous, on a tenu ces gens-là à bras le corps toute notre vie. Maintenant, la misère est devant notre porte, occupons-nous de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Ils nous ont jeté la démocratisation comme un os jeté au chien. C'est comme ça que ça est arrivé. Alors, la démocratisation, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Elle ne nous a apporté que la possibilité de nous transcrire dans notre clivage, c'est-à-dire dans ce qui nous divise. Et ça a apporté le droit d'expression, le droit de l'association, le droit de créer des partis politiques, et le droit, mais elle ne nous a pas appris comment il faut aussi avoir en face ce qu'on appelle un devoir vis-à-vis de l'un et l'autre. Alors, un parti politique, il y a eu au Tchad plus de 200. Mais quand vous regardez nos partis politiques, un parti politique, c'est d'abord un projet politique de société. Aucun parti politique au Tchad, moi en tout cas dans ma lecture, n'a un projet de société. Deuxièmement, la présidence d'un parti politique chez nous, si vous êtes, je ne sais pas si vous vous appelez Djimadoum, c'est tous vos parents qui sont derrière. Si vous vous appelez Mamad, c'est aussi vos parents qui sont là. Et grave encore, quand vous faites un meeting en faveur d'un événement qui est fait par le pouvoir en place, parce que vous n'êtes pas capable de créer des dynamiques et tout, alors vous insultez le père et la mère de tous ceux qui ne sont pas de votre communauté. Comment voulez-vous que je vienne adhérer à votre parti si d'abord vous n'avez pas de programme politique qui me convainc, et puis de deux, vous insultez mon père et ma mère? Mais quelle est cette dynamique? Ça aussi, c'est une chose qu'il faudra recréer, qu'il faudra retravailler. Les Européens, eux, ils ont un centre, une gauche, une droite, une extrême gauche et une extrême droite. Parce que leur histoire l'a fait. Mais nous ne sommes pas des démocrates. On a hérité de la démocratie. C'est pour ça que j'appelle ça la démocratisation. Donc, cette démocratisation, il faut l'harmoniser et la mettre à notre réalité. En la mettant à notre réalité, il n'y a pas le monde à inventer. Il y a ailleurs des idéologies. Ces idéologies peuvent faire le socle d'un parti politique. Pourquoi nos partis politiques ne sont pas capables de faire ça? Ce serait bien pour tous. Chacun aura l'embarras de choix. Et à partir de là, la démocratie peut jouer. Mais aujourd'hui, les gens se mettent à te dire « Ah, ceci, ah, cela ». Écoute, le programme aussi, c'est que les gens te disent aujourd'hui c'est Mamad Kaka, c'est le fils de Déby, d'accord. Les Arawa et autres. Moi, je voudrais dire ceci, à nous tous. Tous, nous allons faire du népotisme si on arrive à avoir le pouvoir, parce que c'est la seule marmite. La chèvre de cette rue-là est en train de vouloir devenir président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça à trouver pour manger. Et un président de la République, même si on le sort des entrailles de la terre, il n'y aura qu'un seul. Donc, il n'y aura qu'une seule communauté. Alors, je voudrais, pour exemple, pour ne pas rester exclusif et ne pas me faire... les gens ne me comprendront pas. Le premier président, quand il était là, ce sont les Sara Madingaï qui sont les notables, qui sont connus, qui sont supérieurs. Mais quand Maloum et Kamougué sont venus, ce sont les Mbaye, on dirait qu'on n'a pas créé les Madingaï. Et quand les Madingaï sont partis, les Goram sont venus, on n'entend même plus parler des Mbaye ni des Madingaï. Et après, aujourd'hui, on est autant des Arawa. Alors arrêtons. De toutes les façons, ce serait moi, j'aurais fait la même chose. Je pense que c'est un faux procès que nous faisons à nous-mêmes. Trouvons la possibilité de changer ça, ou alors que chacun attende son tour. Peut-être que ça va venir, j'en sais rien. C'est pour te dire que la solution est de l'ordre de la providence. Personne n'est à l'abri de ça. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du clanisme ou de l'ethnisme ou du tribalisme. J'essaye de dire des vérités. Que l'on me dise ce que je vais dire là ne s'est pas passé au Tchad. Ça s'est réellement passé au Tchad. Et demain aussi, ça va se passer si nous n'arrivons pas à recréer un secteur dynamique, économique et d'emploi qui puisse accompagner les enfants, les jeunes et tout le peuple. La solution, c'est vraiment le travail et la formation des jeunes que l'État prendra en charge et vous verrez.
Après, ce ne sera plus ça. Je ne viendrai pas derrière toi parce que quand tu viens me dire, cousin, viens, ces gens-là nous ont mangé, on va taper dessus. Non, je te dis non, mais écoute, tu as un travail, tu as une famille, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je fais la même chose. Moi, je pense que le Tchad pérenne demande de la grandeur, demande de l'observation, et c'est ce que je demande à l'intelligentsia, qui est, elle, mieux placée pour régler le problème en montrant à la communauté, voilà notre réalité. Et voici comment je l'analyse. À partir de là, ça, c'est ma solution. Quelle est la tienne? Or, aujourd'hui, beaucoup de membres de l'intelligence ne se sont même pas exprimés. Peut-être comme moi, ils n'ont pas eu l'occasion ou ils n'ont pas pu s'exprimer. Ils n'ont pas été désignés pour pouvoir aller. Ou alors, j'ai vu quelques-uns qui ne sont pas nombreux. Et c'est dommage parce que eux, au moins, ils se sont mis aussi par affinité. Et en faisant ça, ils n'ont pas aidé notre pays. Ils sont tombés dans le clivage et la division. Et c'est bien malheureux, je dis que c'est dommage. Il vaut mieux avoir ce courage-là de désigner le chacha. Eh bien, docteur, nous arrivons à la fin. Merci. Merci de votre disponibilité. Merci pour toi surtout d'écouter tout ce que j'ai raconté là dans ce sens. Merci encore.